Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club Podcast, MMA Club spécial, nouvelle organisation française. Je suis accompagné du boss de la Bulgarian Top Team qui m'accompagne sur ce podcast en tant que tel, mais surtout en tant que matchmaker du Kingdom Fighting, puisqu'il s'est occupé de cette carte attractive. Monsieur Guillaume Pelletier, comment ça va? Très bien, merci beaucoup Nico, merci pour l'invitation, salut à tous. Le 10 juin, donc première édition du Kingdom Fighting MMA à la patinoire de Grenoble, avec pas mal de combattants du coin. En main event, on aura Salim El Ouassaidi a.k.a. Bison contre Antonio Bigfoot Silva. Avant ça, Noah Gugnon, Mazri Amar, qui est passé par MMA Club, Teddy Sanson, partenaire d'Amin Ayoub. Un événement qui est organisé donc par la team Miaoui et Guillaume Pelletier. Ça va faire un petit peu office de représentant provincial, un petit peu rafraîchissant en ce moment. Ça, je trouve que c'est le bienvenu, tu vois. C'est aussi pour ça que je le mets un petit peu en avant. J'ai cru comprendre que les billets se situent entre 20 et 57 euros en tribune. La patinoire telle qu'elle peut accueillir jusqu'à 2100 personnes, on va dire dans le basique. Moi, j'espère juste une chose, c'est qu'après ce podcast, vous aurez envie d'aller à Grenoble le week-end prochain, le week-end du 10 juin. Voilà. Guillaume, si j'ai oublié quelque chose, côté organisation, tu vois, côté correction, n'hésite pas. Vas-y. Écoute, je crois que tu as parfaitement résumé. Je vois que tu as très bien fait ton travail. Parfaitement résumé, effectivement. Donc, le 10 juin à Grenoble, c'est un peu une première pour cette région grenobloise. Bel événement. Les organisateurs ont mis les moyens. On a tenté de faire une belle fight card pour ravir le public qui va se déplacer, on l'espère, en grand nombre. Donc voilà. Ah, c'est cool. Avant de parler de la carte, vite fait, tu vois, dans les grandes lignes, parle-moi de la jeunesse de cette organisation quand même, qu'on sache un petit peu d'où c'est parti et comment tu t'es retrouvé dans ce projet. Alors en fait, c'est un projet de la team Miaoui, donc j'avais la chance de connaître le principal, le boss de la team Miaoui, donc alias Asdin, pour la simple raison qu'il était le coach en fait d'Hugo Guillon et qu'on a travaillé ensemble en fait sur le dernier combat qu'il a pu faire à Arès. Donc voilà, on a fait connaissance en fait avec Asdin par l'intermédiaire d'Hugo. C'est quelqu'un de très professionnel, c'est quelqu'un qui nous vient du pied-point, donc il a déjà, avant d'organiser dans le MMA, il a déjà une bonne expérience dans le pied-point. Voilà, aujourd'hui il veut se lancer dans l'organisation, le fait d'être promoteur. Il faut savoir qu'il a déjà une salle sur Grenoble, donc une salle de MMA qui fonctionne très très bien, avec beaucoup de licenciés. Donc voilà, c'est ce qui a fait en fait l'intermédiaire, c'est le fait de collaborer ensemble sur le combat d'Hugo Guillon. On a vite accroché, on a vite eu envie, comment dirais-je, de développer un projet en commun. Et comme il avait déjà l'idée d'organiser, eh bien on s'est dit allez hop, c'est parti, c'est le bon moment, allons-y. Et de là est né ce projet. Ok. Donc Hugo est le grand protagoniste de toute cette histoire, c'est ce qu'on peut retenir. Bon bah c'est cool. C'est cool. Moi, il y a deux noms qui me... Quand on m'a parlé de cet événement, je sais plus si c'est toi qui m'en as parlé en premier, ou je sais même pas si je l'ai vu de moi-même, il y a deux noms qui me sont venus, qui me tiennent à cœur, qui sont venus, que j'avais envie de mettre en avant, c'est Mazri Amar et Noah Gugnon. Alors Mazri, je vais commencer par lui, donc il est de la team Chaos Squad, je crois que c'est vers Saint-Etienne, non? Le Chaos, c'est ça, hein? Absolument, c'est le Chaos Squad, effectivement, de Yanis Sherpa. Ouais, c'est ça. Il est champion d'Europe amateur, là, donc c'est pour ça qu'il était venu dans MMA Club Podcast avec toute la bande de l'équipe de France. Ils étaient venus un petit peu faire un petit résumé de l'événement, c'était cool. Il est très durable, il est très besogneux. Moi, j'ai vachement hâte de le voir se lancer dans le grand bain des pros. Il sera attendu, du coup, comme champion d'Europe, un petit peu à abattre, hein, entre guillemets. Il aura l'avantage, donc, de combattre à domicile. Et en face de lui, c'est Antero dos Santos, donc c'est un combattant angolais, mais qui est de Lyon, et du club de Saint-Priest. Je crois qu'il a une grosse base de lutte et son combat, il l'a remporté. Par contre, son seul combat, il l'a remporté dans son pays d'origine. Donc, je pense qu'il n'a pas toujours été sur Lyon, je ne sais pas. Le plus important sur ce combat, c'est que j'aimerais que tu me parles de la transition amateur-pro de Mazri.
Et puis de cette opposition, voilà, qui va ouvrir le bal, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Alors pour le coup, avec Mazri, c'est une jolie histoire parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est venu avec Hugo Guillon lors des sélections amateurs qu'on a organisées en Bulgarie lors d'un training camp. Donc Mazri est venu et pour le coup, il nous a fait ouvrir un long sujet, à savoir est-ce qu'on devait le signer ou pas. Parce que clairement, il nous a tapé dans l'œil dès son arrivée. Comme tu l'as parfaitement résumé, très agressif, besogneux, dur au mal, vraiment un très joli profil. J'aime beaucoup. Maintenant, en fait, il en est sorti après le camp, c'est que on pensait, et du coup à juste titre, qu'il devait se faire une petite expérience en amateur. On pensait que c'était très juste pour le faire passer professionnel tel quel. D'accord. Et pour le coup, je pense que l'histoire nous a donné raison avec d'excellents résultats au jeu, aux IMAF. Donc voilà. On était donc en discussion avec son coach, Yanis Chorfa, quelqu'un que j'aime beaucoup, quant au fait de le faire passer professionnel. Et j'ai envie de te dire que du coup, le fait qu'on organise à Grenoble un événement de MMA, en fait, c'était la transition parfaite, c'était le moment parfait pour le faire passer professionnel. Et voilà, d'autant plus que, donc pour le coup, Asdin Miaoui, le promoteur, lui, avait dans son club Antero dos Santos, donc qui nous vient d'Angola, qui est fraîchement arrivé en région donc grenobloise. Donc on a pensé que ça ferait une très belle opposition de style. D'un côté, plutôt un striker, en la personne de Mazri, quelqu'un de très agressif. Et comme tu l'as parfaitement résumé, Antero dos Santos, avec un background plutôt de lutte. Donc voilà, belle opposition de style. On a hâte de voir ce combat et la transition de chez les amateurs aux professionnels en ce qui concerne Mazri Arma. Ah bah c'est un beau match-up du coup, avec une petite histoire interclub, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Et donc je disais tout à l'heure aussi Noah Gugnon. Noah Gugnon qui vient passer ses vacances, j'ai vu sur Instagram, pas loin de chez moi, au lac de Saint-Cassien, c'est vraiment à 10 minutes, tu vois. Donc je me suis dit, la prochaine fois que je vois des photos de Noah Gugnon au lac de Saint-Cassien, je lui ferai une petite interview en IRL, ça pourrait être sympa. Donc Noah Gugnon, il a 3-0, il est sur 3 finishes, et ce que j'ai remarqué, ce qui est complètement fou, c'est le bilan cumulé de ses adversaires. Le mec ne triche pas, le mec ne ment pas en fait, c'est du 11-1. C'est 3 adversaires cumulés, c'est du 11 victoires et 1 défaite. Moi, je pense, je vais parler français. Pour moi, c'est le futur de ton roster, Noah Gugnon. Je le sens comme ça. C'est quand je l'ai vu, il y a un truc, tu vois. C'est comme Alex Tekena. Tu sais, je l'ai vu la première fois combattre un MMA et je me suis dit, il y a une histoire qui va être différente des autres, tu vois. Il est polyvalent, il est vif. Il a un truc pour transformer des opportunités en finish. Tu sais, il a vraiment ce côté, je te mords au cou, tu vois, direct. J'avais vu son combat contre Sofiane Belaïd c'est un événement qui était organisé par Jean-Michel Foissard, je crois. C'était un combat qui était maîtrisé, hein, clairement. Moi, j'avais vu ça sur YouTube, c'était un truc de fou. Donc, j'avais été impressionné. Et j'ai vu qu'il devait affronter initialement Jérémy Cochet, donc c'était une magnifique affiche. Finalement, il sera opposé donc à Kadim Magomedov, que je connais pas. J'ai vu qu'il avait un bilan professionnel de 2-0 récemment au HFC. Donc, ça, c'est en Suisse, hein, il me semble. J'ai noté une petite particularité dans ce combat, et tu me diras si je me trompe. Je crois que c'est 2 combattants qui sont des faux lightweight, entre guillemets, puisqu'ils ont aussi la capacité d'aller chercher des combats en featherweight. Moi, j'attends beaucoup, voilà, de ce combat. Dis-moi ce que t'en penses, enfin, donne-moi ton avis un petit peu, parce que clairement, Effectivement, je pense que c'est une belle opposition. Je te rejoins parfaitement sur ce point-là. Donc, à l'origine, il devait affronter Jérémy Cochet. Et là, c'était vraiment un combat qui me plaisait. Et j'étais un petit peu, comment dirais-je, dépité lorsque Jérémy Cochet nous a annoncé son retrait du combat. Et je me suis reporté sur Kadim Agomaev pour la simple et bonne raison qu'il est invaincu, tout comme l'était justement Jérémy Cochet, et qu'il nous vient de Suisse en plus. C'est plus ou moins, on pourrait le considérer comme étant un local, tu vois. C'est vrai. Donc je pensais que tout était réuni, en fait, si tu veux, pour qu'on ne soit pas réellement perdant au change, pour qu'on reste un petit peu dans la même lignée que ce qui avait été créé. Et voilà, pour l'histoire, c'est un peu tout comme Mazri Amar. Donc Noah Gugnon est venu en Bulgarie aussi, lors des détections. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Noah. Et ça a été, je dirais, une des surprises incroyables du camp. Je crois que j'attendais pas autant de la part de Noah. Tu sais, son profil très discret, loin des réseaux, c'est incroyable. pas très bavard. Tu as vu, pas très démonstratif, fait qu'en fait, tu portes pas forcément attention sur lui lorsqu'il y a 30 animaux de réunis dans une salle, tu vois. Sauf au moment où le sparring commence. Là, en fait, c'est là où tout se passe du côté de Noah.
en fait, tu te rends compte que ce gars, s'il combat, il n'a pas besoin de se servir des réseaux sociaux, en fait, si tu veux. Le résultat et la forme qu'il va mettre dans ses combats vont parler à sa place, en fait. Je ne sais pas si tu as vu le combat qu'il a fait chez moi en Bulgarie récemment, contre un adversaire à 5-0. Il lui a mis un KO dans la première reprise en ground and pound. Tu vois, tu sais, il a une puissance de feu qui est absolument incroyable. J'ai tendance à te rejoindre quand tu dis qu'aujourd'hui, c'est vraiment le futur de la BTT. Et si tu veux, je peux même te donner une très très grosse exclusivité. Je t'invite à partir sur son profil Tapology parce que malheureusement, l'organisation en question a été beaucoup trop vite. Il a déjà un combat qui est booké après le Kingdom de Grenoble. Oui, je vais voir sur mon téléphone parce que si je regarde sur mon ordi, je vais te perdre à l'écran. Je te laisse regarder. Je pense que tu vas apprécier. Je pense que du coup, ton analyse de ce combat et surtout de Noah, elle était parfaite parce que tu vas totalement dans le même sens que moi. Je pense que Noah, c'est le futur. Je pense que si tout se passe bien ce samedi, clairement, il doit faire un pas. Il doit monter d'un cran. Et clairement, je pense que cette opportunité était absolument excellente pour enfin le mettre en avant parce que c'est un petit jeune qui mérite énormément. Noah, il est tellement simple à travailler. Ça accumulé avec un potentiel exceptionnel, c'est le genre de petit jeune que tu aimerais avoir en plus grand nombre dans ton équipe, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, j'allais dire, je pensais qu'il était... Pour moi, je pense qu'il est aux portes du top 15 français. Et en fait, ça coïncide avec ce que tu viens de me mettre sous la dent, quoi. Il va combattre Mark Ewen au Bellator Dublin, quoi. C'est un truc de fou. Et Mark Ewen, pour le coup, on le connaît, si tu te rappelles, il était sur Ares. Il a combattu contre Keirula F sur Ares 10. Oui, exactement. Ouais, exact. Putain. Ouais, du lourd, c'est du lourd. quelqu'un qu'on connaît. C'est du lourd. Tu sais ce qui est surprenant, j'en parle là tout de suite avec toi. On n'a même pas encore parlé avec Noah de ce combat. En fait, je l'ai booké exclusivement avec son coach. C'était très compliqué à mettre en place. Tu vas le comprendre parfaitement. Tout ça pour ne pas le perturber, en fait. Ouais. Il a un combat le 10 juin. Je ne pouvais pas lui parler du Bellator avant que son combat soit terminé. Donc, dis-toi que ce combat au Bellator a été booké dans une confidence absolue avec son coach. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. Et sachant qu'en plus, derrière, il aura quand même le temps un petit peu, tu vois, de se remettre dans un training camp et tout. Parce que ça a l'air d'être... Si j'ai vu vite fait à la volée, c'est en septembre. Je crois. Hein, donc c'est cool. Franchement, c'est que des bonnes nouvelles. Donc voilà, moi, Noah Gugnon, je sais que c'est le genre de prospect que je pourrais passer, pas exagéré, tu vois, pas des heures, mais je pourrais regarder ses combats à la chaîne parce que clairement, je le dis pour les auditeurs qui vont écouter ça, c'est le futur, je pense, du roster de la BTT et des lightweight en France. S'il reste en lightweight, s'il descend pas, peu importe. Mais en tout cas, pour moi, c'est le futur du MMA français. Il fait partie du futur du MMA français. Donc voilà. Ça valait une belle parenthèse. Alors ensuite, on est sur les 70 kilos. On passe à Nikita Lechukov qui a 3-0 contre Christian Karaos, ou Karao, je sais pas comment on dit, à 3-0 aussi. Donc j'avais vu Lechukov, qui est donc ton poulain, qui était programmé contre Sofiane Belaïd. Ça aussi, au départ, ça sentait bon, ça sentait le bon apéro. Là, il sera opposé finalement à Karaos. Au final, en termes de record, en tout cas, on n'y perd pas au change, puisque les deux sont invaincus. Donc c'est déjà quelque chose de très... Tu vois, qui donne déjà de l'attractivité au combat, qui donne envie déjà d'être vu, ne serait-ce que pour ça. Moi, je suis passé à côté de Lechukov. Je vois que ça a l'air sérieux, en tout cas. Karaos, je ne connais pas. Donc, je te laisse me présenter ton poulain et ton feeling sur la mise en place de ce match-up intriguant. D'accord. Alors, en ce qui concerne Nikita Lechukov, donc même chose, il a la particularité en fait d'être à 70 kilos comme Noah Gugnon et d'avoir combattu. Son dernier combat était comme Noah Gugnon chez moi en Bulgarie. Donc en fait, ils ont un petit peu la même trajectoire aujourd'hui. Alors Nikita Lechukov, tu en as peut-être entendu parler ou peut-être que tu as vu passer sans t'en rendre compte. Il a 2 combats par spinning back kick, coup de pied retourné. Donc il a mis 2 KO, 2 fois dans la première reprise, 2 fois dans la première minute de la première reprise par coup de pied arrière. C'est coup de pied retourné. C'est absolument incroyable. Et puis, histoire de changer un petit peu, il est venu nous claquer une soumission ici en Bulgarie, encore une fois, dans la première reprise. Donc, en fait, Nikita Lechukov, c'est 3 combats, 3 victoires, 3 finishes et 3 fois dans la première reprise. Ah ouais, donc le mec, c'est très attractif. Et maintenant, je te laisse voir ce qui se passe en face. Christian Karosh qui est à 3-0, 3 combats, 3 victoires,
3 KO dans la première reprise. Ah ouais, Donc pareil. en fait, on a 2 mecs, voilà, c'est absolument incroyable. En fait, on a 2 mecs qui sont à 3-0, donc invaincus, et qui ont 3 victoires dans la première minute de la première reprise. Ah, on va bien manger. Voilà. C'est bon, ça. Malheureusement, là, c'est un match-up coup de dé, quoi. Tu prends clairement des risques pour ton gars. Parce que là, clairement, t'as 2 mecs qui sont sur une lancée, sur une positivité, une dynamique de fou, quoi. Donc là, il n'y a pas de protection de... En fait, je pense que c'est important de souligner que tu as vu, comment dirais-je, lorsqu'on fait appel à moi en tant que matchmaker, j'essaie de remplir cette mission de la façon la plus honnête possible. Ouais. En fait, pour parler plus simplement, quand je place quelqu'un de chez moi, je pourrais lui mettre un adversaire beaucoup plus abordable. Et on est d'accord que c'est pas du tout le choix que j'ai pris. Non. Si tu regardes bien, j'ai vraiment mis au défi aujourd'hui mes combattants. Parce qu'on ne peut pas les protéger non plus toute leur carrière. Ce sont 2 combattants qu'on vient de citer qui ont un très gros potentiel. Et allez, c'est parti les gars, c'est le moment de confirmer. C'est pas parce que je suis matchmaker de l'organisation que je vais vous mettre bien et dans un petit cocon confortable. Ouais. Non, au contraire les gars, c'est le moment de prouver maintenant. C'est le moment d'y aller les gars, c'est ça. Vous avez voulu signer à la BTT, maintenant il faut mettre les gants. Exactement. Alors, excuse-moi, attends. J'étais malade, alors tu vois, si je bois pas de temps en temps, c'est vraiment bizarre. Pourquoi quel temps il fait froid? Non, tu sais, je suis vers Fréjus, il fait plutôt beau en général. Mais la semaine dernière, je me suis baigné, il faisait froid et je me suis baigné genre 2 jours d'affilée bien à la fraîche et tout. Et j'étais là, genre tout grelottant et j'ai chopé froid, tu vois. Baigner fermé, ça reste quand même une chance. Il n'y a que là-bas qu'on peut faire ça. Ouais, ça fait un moment qu'on se baigne, mais là, je sais pas, il faisait froid. Il y a eu 2-3 nuits froides, l'eau, elle s'est bien refroidie et voilà. Bon, remets-toi vite alors. Ouais, mais ça va, c'est cool, c'est bientôt fini, mais voilà, juste petit coup de flap, petite tisane, ça passe bien. Alors, il y a d'autres combattants présents sur la carte, donc bon, je vais pas faire toute la carte, mais voilà, je vais m'arrêter sur 2-3 petits noms. Notamment Teddy Samson. Donc moi, je l'ai vu combattre au LFL 7. Malheureusement, c'est des débuts qui lui ont pas réussi. C'est un adversaire qui a rapidement eu les bons automatismes au moment où il s'est retrouvé par terre. Au final, Teddy prend un gros petit KO quand même en ground and pound. Un arbitre qui tarde vraiment à stopper le combat. Moi, je trouve qu'il y avait bien 3-4 coups qui étaient très puissants et très inutiles. Donc, je pense que pour lui, il y a une sorte de frustration de ne pas avoir pu s'exprimer. Et puis qu'en plus, non seulement il n'a pas pu s'exprimer, mais il a perdu il n'a pas perdu des années de vie, mais il a pris des dommages gratos. Donc, je pense qu'il y aura un petit côté revancheur, un petit côté, tu vois, envie de faire le job contre Arnaud Müller. Alors, je ne connais pas Arnaud Müller. Mais rien que pour ça, tu vois, j'ai vu Teddy Samson, de toute façon, après avoir vu son combat, je me suis dit, tiens, vu l'état d'esprit du bonhomme, il n'aura pas envie d'en rester là. Donc voilà, je pense qu'en termes de démarrage de carrière, pour remettre de la confiance dans la tête, c'est cool. Donc Samson, partenaire d'Amin Ayoub, voilà, dès l'arrivée de Nantes, je crois, hein, c'est ça. Je l'ai croisé à RS, belle bestiole, très costaud. Voilà, donc je pense que ça va être un beau combat. Mais je connais pas Arnaud Müller, malheureusement. Donc si tu veux apporter des petites précisions sur ce combat, je te laisse la parole. Arnaud Müller, en fait, nous vient de Chambéry, si ça peut répondre un petit peu à ta question. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à son profil. C'est que c'était un combattant local. Et aussi le but, tu sais, quand tu organises, c'est de prendre un maximum de combattants locaux pour que justement la région puisse s'orgueillir du fait d'avoir des combattants et de représenter la région. Donc du coup, oui, j'ai pris Arnaud Müller, 0-1. Du coup, de l'autre côté, on avait Teddy Samson, partenaire d'entraînement d'Amin Ayoub, 0-1. Je me suis dit, bon, allez hop, on a le combat parfait, que le meilleur gagne. Et voilà, en tout cas, je pense que ce sera un combat très équilibré. Ouais, clairement. C'est cool. C'est cool pour Teddy, voilà, moi, j'ai hâte de le revoir dans la cage. Je me rappelle plus, c'était quand, par contre, son dernier combat. Je sais pas si ça date trop. Son dernier combat, je peux te le dire, au LFL était donc le 5 février de cette année. Ok. Oh bah ça va, c'est cool. Comme ça laisse pas trop le temps de cogiter. Moins de 6 mois, on se remet dans le bain, on croise les doigts, ça va le faire. Petit résumé donc sur Lamine Sléné contre Hassan Arad. Voilà, ils s'affronteront en poids lourd. Sléné qui combattra à domicile contre le Marseillais Rahat. Les deux sont un petit peu dans le dur. Il y aura forcément un des deux qui va repartir avec le sourire et un qui va repartir déçu. Ça va faire mal. Ensuite, il y a Carmona donc, qui est sur 4 finishes, 4 victoires, qui a perdu contre Melissa Dixon qui combat à Arès. Elle sera opposée à De Souza, qui est un combat qui est bien placé sur la carte. C'est cool, c'est cool un petit peu aussi de
jouer le jeu du MMA féminin. Carmona, alors je ne connais pas, mais de ce que j'ai vu en termes de statistiques, tu vois, quand tu regardes un petit peu comme ça les profils, je crois comprendre pourquoi vous l'avez signé à la BTT, quoi. Ça a l'air du lourd quand même. Ça a l'air du très très lourd. Une petite particularité en plus de Mafalda, on l'a signé à 0-0 par un intermédiaire, quelqu'un qui m'a dit fais-moi confiance, vraiment il y a du potentiel. Donc, tu sais, pour être très honnête avec toi, Nico, Mafalda, pour moi, c'est peut-être un petit regret que de l'avoir mis trop tôt dans le grand bain. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais tellement persuadé de son potentiel que je l'ai fait affronter Suvi Salmamiz, qui était à l'époque à 11-5, là où Mafalda était à 3-0, tu vois. Et pourtant, c'est une décision extrêmement serrée, pour être très honnête avec toi. Elle perd uniquement dû au fait qu'elle combattait chez l'adversaire, très honnêtement. Elle est extrêmement solide. Pareil, malheureusement, elle a perdu contre Melissa Dixon. Et Melissa, lors d'une interview il y a quelques semaines, disait que jusqu'à présent, dans sa carrière, Mafalda avait été son adversaire le plus rude et le plus compliqué. Donc ouais, Mafalda, c'est un énorme potentiel. Elle a 21 ans. Elle est extrêmement jeune. Donc voilà, pour le coup, là, ça va être vraiment la jeunesse contre l'expérience, parce qu'elle va prendre une combattante qui a plus de 20 combats, pour le coup, qui est connue du circuit français pour avoir combattu sur Hexagone. Voilà, elle a fait toutes les grosses orgas, Octagone, Cage Warriors, et j'en passe. Elle a fait tout ce qui se fait de plus gros. Voilà, l'expérience contre la fougue. Donc je pense que ça peut être effectivement un joli combat par rapport à l'opposition de style. Ouais, c'est cool. Carrément, c'est cool. Je voulais placer un petit mot pour Malik Merad. C'est dommage, hein, il devait affronter Kota Betlemiche, comme qui était à 17-2. C'est celui contre qui Ruskov, je crois, s'était déchiré le biceps il y a quelques mois, il y a pas si longtemps que ça. Malik, depuis 2019, il a eu que des annulations de combat. En plus, Merad Betlemiche, si je dis pas de conneries, ça a déjà été annulé 2 fois. C'est 2 mecs qui se cherchent un peu. J'espère qu'ils se trouveront lors de la prochaine édition. Hein. Ça serait plutôt cool, tu vois, en termes de storytelling, du coup, d'arriver à les matcher. Ça serait cool. Donc voilà, force à lui pour l'annulation de combat. C'est jamais facile à quelques jours de l'événement. Je sais pas ce qui s'est passé. À la limite, si ça me regarde pas, on peut ne pas en parler. Mais voilà, je voulais juste lui passer le bonjour. Malik est mon ami, donc effectivement, je voudrais qu'on prenne 30 secondes pour parler de ce qui s'est passé et lui souhaiter vraiment un prompt rétablissement. Malik, en fait, c'est, comment dirais-je, c'est un peu une histoire qui se répète. C'est un chat noir, en fait, si tu veux. C'est toujours pareil. Il fait une préparation incroyable. Il met les moyens, il se déplace, il fait ce qu'il faut faire. Et puis, arrivé à 10 jours du combat, là, pour le coup, c'est une déchirure du biceps. Donc, tu sais, avec comment on appelle ça, un écoulement de sang, tu sais, entre le muscle et la peau. Donc, en fait, un bleu violet, énorme, là. etc. Ouais, violet, tout à fait. Ça, tout là, ouais. Tout à fait. Donc, Malik, si tu me connais un petit peu, il m'envoie une photo. Il me dit non, mais tu t'inquiètes pas, hein, je le prends quand même, hein, le mec. Non. Mais étant mon ami, je peux pas lui laisser faire ça. Tu sais, une déchirure, la prochaine étape, c'est une rupture complète. Donc, on va pas aller jusque-là. Il a fallu que j'intervienne et le stopper. Effectivement, les deux se cherchent un petit peu. Je vois que tu as très bien bossé. Il y a déjà eu 2 annulations pour ce combat. Mais on va quand même faire venir Shota et on va les faire se voir à l'intérieur de la cage, voilà, pour, comment dirais-je, faire monter un petit peu la sauce pour le prochain événement. Et on espère que cette fois-ci, le combat se fera parce que Malik, c'est un très gros combattant français, malheureusement trop peu connu, qui a connu beaucoup de galères ces derniers temps. Mais j'espère vraiment que toutes ces galères-là vont vite passer et qu'il va pouvoir nous revenir parce que Malik, c'est du très, très, très solide. Je m'en doutais un petit peu. Ton histoire de. Tu vois, pour ça, tout à l'heure, j'ai parlé de storytelling entre les deux pour la prochaine édition et tout. Je sais pas, je sentais que. C'est bien l'idée du face-off en plein milieu, tu vois. Je sentais qu'il allait avoir un truc, donc c'est cool, ça confirme un peu le feeling que j'avais. Allez, on parle un petit peu du main event. Pardon? Je dis bien vu à toi, tu l'as bien senti. C'est cool. Ouais, on parle un petit peu du main event? Ouais. Alors là, gros main event, pour le coup. Ouais, c'est sympa. Bah, je sais pas ce que tu en penses. Dis-moi toi ce que tu en penses. Tiens, regarde, cette fois-ci, c'est moi qui t'ai interview cette fois. Qu'est-ce que tu penses du main event? Alors, qu'est-ce que je pense du main event? Je pense qu'il y a énormément de points positifs à le faire combattre. Et c'est même Ruskov Domingos qui le confirme par lui-même. Il était venu en parler dans MMA Club. C'était un de mes premiers invités. Il m'avait dit que c'était encore un adversaire solide, que c'était encore quelqu'un de très puissant qui venait pas prendre son chèque. Donc il y a quand même tu vois, si on se place de ce côté-là, il y a quand même des points positifs à aller chercher. Maintenant, je trouve que ce serait malhonnête
de ne pas citer les points qui sont un peu moins reluisants. Ça serait malhonnête de les mettre sous le tapis. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il est sur cette défaite en MMA. Oui, il a pris 6 finishes. Moi, ce que je suis partagé entre deux choses en fait. L'envie de voir un combattant local gagner, enfin local, tu vois, français quoi, Salim, euh, qui donnerait une belle prise d'élan à sa carrière, mais également l'envie de ne pas avoir un finish, on va dire, trop dur. Tu vois, ce que je veux, c'est un Bigfoot Silva qui honore sa participation, qui soit pas là pour son chèque, qui soit là pour mettre Salim dans la difficulté, qu'on n'ait pas une exhibition, mais qu'on ait un vrai combat professionnel. Si on parle là-dessus, tu vois ce que je veux dire? En fait, si on parle là-dessus, si on se sent respecté en tant que spectateur, c'est le main event qu'on veut avoir. Voilà. Ça, c'est le fond de ma pensée. Je comprends tout à fait et je pense que tu seras servi parce que clairement, tu sais, Bigfoot, je le connais beaucoup. Ça fait des années qu'on se connaît, en fait, lui et moi. Et clairement, je peux te dire, le combat contre Rouskov l'a ressenti. C'est un adversaire encore très solide. Oui. Et il y a un truc qu'on ne peut pas lui retirer, c'est l'expérience. Alors peut-être qu'aujourd'hui, à son âge, il n'a pas le cardio, il n'a peut-être pas la puissance qu'il avait avant. Mais en tout cas, il a l'expérience. Et il a eu l'expérience pour épuiser Rouskov dans ce combat. Et j'en parlais encore avec Rouskov il y a quelques heures, justement, où il me disait que clairement, quand il a mis Bigfoot KO, c'était clairement sa dernière attaque, en fait. Rouskov était épuisé, il n'avait plus rien à proposer. Ouais. Donc, tu vois, comme quoi, Bigfoot, très intelligent, il a épuisé Rouskov. Comme je te dis, beaucoup de métiers. Il ne faut pas le négliger. Je pense que l'opposition des deux, en toute franchise, fait un combat qui va durer. Salim, alias Bison, ça n'est pas un puncher. C'est pas un mec qui t'envoie des parpaings comme peut le faire Rouskov. C'est pas un gars qui peut te mettre des KO sur une frappe. Donc je pense que pour le coup, l'opposition fait que c'est un combat qui va durer. Et en plus, Salim, lui, c'est plutôt le profil opposé. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cardio et qui finit justement ses combats comme ça, en fait. Si tu vas avec des adversaires qui n'ont plus rien à proposer, qui sont complètement cuits. Et je pense que ça pourrait être la physionomie du combat qu'on va retrouver. Peut-être un Salim qui, lui, va épuiser Bigfoot. Mais attention, moi, je reste toujours très prudent avec Bigfoot. Je pense que Bigfoot, s'il te met au sol, s'il arrive à t'emmener au sol, et c'est ce qu'il voulait faire à Rouskov, je pense que derrière, ça peut être très compliqué de se relever contre Bigfoot. Il y a encore pas si longtemps, il y a quelques années, il mettait un grand end-pound dévastateur à Fedor. Donc voilà, c'est quelqu'un qui au sol reste très, très, très solide. Il va falloir que Salim fasse très attention et ne se fasse surtout pas emmener au sol. Ouais, c'est vrai. Souvent, il y a les risques de mettre des poids lourds en main event parce que tu peux avoir un combat qui traîne en longueur et à la fin, tu sais, limite, c'est un petit peu besogneux à regarder, tu sais. Ouais. Quand physiquement, il y en a un des deux qui est plus là, enfin, ou les deux ne sont plus là. Et là, tu viens de donner une information qui est très importante, c'est le cardio de Salim, en fait, qui fait que on peut compter sur lui pour, on va dire, ne pas rendre le combat, je vais pas dire ennuyeux, tu vois, mais que ça aille pas dans le truc où ça se languit au sol. On va dire que le grand public ne s'y retrouverait pas. Tu vois ce que je veux dire? En général. Tout à fait. C'est une prise de risque. On en est conscient, c'est une prise de risque. Mais comme je te dis, je crois vraiment en cette opposition pour qu'elle dure et qu'elle offre vraiment un joli combat. D'accord. Tu sais, Bigfoot, on peut voir sa prépa. Je ne sais pas si tu le suis sur les réseaux sociaux. Il a pris ce combat très, très au sérieux. Très au sérieux. Il a engagé beaucoup d'argent, il s'est déplacé, il a fait venir des sparring, etc. Crois-moi, il va être plus que prêt pour ce combat. En plus, tu sais, il y a toujours une notion à prendre en compte. Il était en train de me demander un petit peu au niveau de l'organisation comment ça va se passer, sauna, baignoire, etc. Il a investi. Parce que c'est un gars qui, au moment où on se parle, il fait 130 kilos. Hein. Il a encore 10 kilos à perdre. Hein. Donc c'est un joli bébé encore, Bigfoot. Hein. Rendez-vous compte. Et après, effectivement, il est sur plusieurs défaites, Nico. Mais s'il n'était pas sur plusieurs défaites, on n'aurait pas la chance de le voir à Grenoble. Ouais, tu vois, il serait toujours à l'UFC. Tu comprends? C'est dû à ses défaites. J'ai un truc à te demander à ce sujet, parce que moi, je constate qu'il est difficile, Bigfoot, à faire sortir de la Russie en ce moment. Il combat beaucoup là-bas. Tu as réussi ce pari de le faire venir en France. Comment tu as fait ça? Comme je te dis, on se connaît depuis des années avec Bigfoot. Ok. On a d'ailleurs travaillé ensemble à l'époque où il combattait au Fight Nights Global, donc il y a quelques années. On se connaît vraiment depuis très longtemps.
je voudrais pas te dire qu'on est amis, mais en tout cas, on est des très bonnes connaissances, en fait. Si tu veux, quand on se voit, on est content de se voir. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup pour l'ensemble de sa carrière. Et je demande vraiment à tout le public français d'en faire de même. C'est quelqu'un qui mérite le respect, qui a une carrière absolument exceptionnelle, avec des prestations, enfin, tu sais, comme une victoire contre Fedor. Je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de combattants qui peuvent se vanter de ça. Donc voilà, pour te répondre, on se connaît depuis longtemps. Lui me fait confiance, donc voilà. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit un combat pour toi en France. Il m'a dit alors, c'est parti. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. C'est un beau pari. Comme je disais, en ce moment, voilà, il combat beaucoup dans les pays de l'Est, du moins en Russie, de ce que j'ai vu. Donc je trouve que c'est comment on dit? C'est un argument fort, tu vois, que Kingdom ait eu le tampon, tu vois, d'avoir réussi, eux, à le faire sortir de la Russie pour venir combattre en France. Je trouve que ça valait le coup de le mettre en avant. C'est cool. Et tu sais, en plus, à travers ça, Nico, j'ai envie de faire kiffer les gens, en fait. Tu vois, j'ai envie que les gens du MMA se déplacent et qu'ils puissent se dire, les gars, c'est quand même Bigfoot, quoi. Allez, venez, les gars, on va se faire une petite photo avec lui et tout. C'est quand même sympa, tu sais, de l'avoir sur la carte. Moi-même, si je n'étais pas matchmaker de l'événement, en toute franchise, je te dirais, ah ouais, quand même, ils ont réussi. Ah, ils ont réussi à le faire, quand même, le Bigfoot, tu vois. Je trouve que c'est cool, tu vois. Ouais, c'est cool. C'est cool. J'ai quelques petites questions à te poser avant de te libérer. Des petites questions sur l'événement, tu vois, ce qu'il y a autour de l'événement. À commencer par, où pourra-t-on regarder l'événement si on n'est pas à la patinoire ce soir-là? Alors, c'est en train, au moment où on se parle, de se mettre en place. Donc là, malheureusement, je ne pourrais pas te donner une réponse très précise. On a la personne qui gère ça, qui est en train de s'occuper de tout ça à l'heure actuelle, au moment où on discute, là, tout de suite, tu vois. Donc malheureusement, je vais avoir du mal à te répondre tout de suite. Donc j'invite les gens, du coup, à pas attendre la réponse à cette question et à se déplacer et à venir justement à Grenoble assister à l'événement. Ça, c'est la priorité, je comprends. C'est évident, c'est évident. Et pour les gens comme moi, tu vois, qui sont un peu loin, bien sûr, ou peut-être même en replay, tu vois, parce que moi, je sais que je pourrais pas le regarder en direct, malheureusement, comme je te l'ai dit, j'avais un truc de prévu. Mais tu vois, un petit replay ou un petit truc, ça serait cool, parce que c'est quand même pas rien. C'est une belle petite carte, tu vois. Moi, j'ai envie de lui faire honneur. On va trouver une solution pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. On va trouver une solution, on va trouver ça très rapidement. Je pense que ça sera annoncé très certainement demain. Ah, bah c'est cool, c'est cool. En termes d'animation, ça se passe comment? Parce que tu vois, tu as dit, il y a moyen de faire une petite photo avec Bigfoot ou avec Bison, tu vois, parce que bon, il n'y a pas que Bigfoot dans la soirée, ou même avec les autres, je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses autour de l'événement? Qu'est-ce qui va être programmé? En fait, ce qu'on a prévu de faire, du coup, on aura la pesée officielle. Donc nous, à midi, à l'hôtel. Ce sera l'hôtel Mercure du centre de Grenoble. Voilà, ce qu'on a prévu par la suite de faire, c'est que donc à 14h, on aura une pesée médiatique, donc avec les médias, etc. Et puis une conférence de presse. La conférence de presse sera ouverte au public, tout le monde peut rentrer. Et voilà, on fera très certainement ensuite une petite séance de dédicaces, photos, etc. avec Bigfoot et tous les autres combattants. Donc on va essayer de faire kiffer un peu les jeunes et les gens qui souhaiteraient approcher de plus près Bigfoot, quoi. Ah, c'est génial. Est-ce qu'il y a des athlètes qui sont signés pour plusieurs combats? Et si oui, y aura-t-il la mise en place de ceintures ou c'est vraiment, vraiment trop tôt pour en parler ce genre de choses? Comme tu l'as parfaitement résumé, c'est très tôt. Aujourd'hui, nous, on avait envie de faire un premier jet, en fait, si tu veux, un test. On va voir cet événement, comment il se passe. Clairement, on a envie de rester sur la durée, sur le long terme. On souhaite clairement pérenniser l'événement et organiser au moins 3 fois dans l'année. Mais tu sais, avant d'afficher nos ambitions, il faut déjà des résultats. Donc, on attend de voir comment tout va se passer samedi. À la suite de ça, on pourra se prononcer un peu plus précisément, quoi. Ouais, je vois. Question d'actualité, est-ce que cet événement bénéficie du soutien de l'AFLD? Y aura-t-il des tests antidopage aléatoires? Je l'espère. En tout cas, évidemment, il y aura très certainement un déplacement de l'AFLD. Okay. Moi, comme je l'ai toujours dit, Nico, on prône clairement pour un sport propre et tout le monde est prévenu de toute façon sur la carte. J'ai de toute façon prévenu tout le monde. Les gars, si vous avez des choses à vous reprocher, il est préférable de ne pas signer le contrat parce que voilà, nous on souhaite et je l'espère très clairement qu'il y aura la présence de la FLD et non pas des contrôles aléatoires, mais j'ai envie de te dire même des contrôles sur tous les combattants de la carte. Ok, les choses sont dites, c'est bien. Est-ce qu'à terme, c'est un peu aussi une stratégie de sortir quelques athlètes BTT des grosses orgas françaises
et de les placer sur ce genre de projet ambitieux. Quand je parle de projet ambitieux, je fais aussi référence au KOF à Rennes. Tu vois, un petit peu les deux qui ont une similitude un petit peu. Tout à fait, tu as raison, tout à fait. Bah, tu sais, nous, aujourd'hui, la BTT, tu peux la retrouver sur toutes les organisations françaises et en Europe. Et même, tu sais, dans le Moyen-Orient, etc. On travaille clairement avec toutes les organisations. Nous, en fait, si tu veux, aujourd'hui, on ne travaille pas, comment dirais-je, en fonction du prestige de l'orga. On travaille en fonction du projet de carrière, en fait, en fonction de ce qui est possible de faire, de créer, etc. Tu vois, par exemple, tu me parlais du KOF. On va ouvrir une parenthèse au sujet d'Oumar Sy, par exemple. Le projet sportif qui nous a été proposé par cette organisation, clairement, collait totalement avec ce que je voulais faire pour Oumar Sy, avec les projets que nous, on a. C'est compliqué, Nico, de rentrer dans les détails du contrat, tu sais, genre le nombre de combats, etc. Mais en tout cas, ce que eux souhaitaient faire était en parfaite adéquation avec ce que moi, je souhaitais faire pour Oumar. Donc, à partir de ce moment-là, on travaille ensemble, il y a pas de problème, si tu veux. Comme je te dis, nous, on n'est pas focus sur une orga, en fait, si tu veux. On est plus focus sur un projet. Moi, à partir du moment où on me propose un projet qui me plaît pour mon combattant, allez hop, c'est parti, on bosse. D'accord. Alors, je pense que je suis pas tout seul à avoir remarqué que la Bulgarian Top Team a un mois de juin complètement dingue. Donc je vais pas tous les faire, hein, mais voilà, comme tu disais, on a Oumar Sy qui est donc au KOF, il y a Alex Tekena, Hugo Guyon à Arès, Ilyas Giroun de retour et Yanis Gemouri au Brave, c'est très bientôt, Mathieu Leto à Hexagone, Ruskov Domingos qui revient en France, hein, c'est ça, hein, c'est en France l'événement de Ruskov? Ok. Ruskov a déjà combattu en France il y a quelques mois, mais c'est un petit peu passé inaperçu, c'était une petite organisation. Il a déjà combattu en France il y a quelques mois, donc il va poursuivre sur cette lancée. C'est cool. Au KOF, donc le 30 juin. Ouais, c'est ça, il est au KOF aussi. Ouais, tout à fait, ouais, avec Oumar Sy. J'avais pas vérifié, mais c'est cool. C'est bien ce qui me semblait. J'avais vu qu'il revenait en France, mais j'avais pas vérifié quel organe. C'est cool, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est un mois de malade. De l'extérieur, la BTT, ça a l'air plus que jamais structuré, plus que jamais représenté dans le monde. Ça, tu le disais toi-même tout à l'heure, dans toutes les bonnes orgas et les moyennes. Et ce sera ma dernière question. Est-ce que la boîte ne s'est jamais si bien portée qu'en cette période 2022-2023 ? Oui, je pense sincèrement qu'elle ne s'est jamais aussi bien portée. Je pense que c'est un moment charnière dans la carrière de la BTT, enfin, tu sais, dans tout son ensemble. En fait, j'ai pris un risque qui aujourd'hui s'avère payant. C'est le fait de collaborer, en fait. C'est le fait de travailler avec de nouvelles personnes à la BTT. J'étais arrivé à un moment où il était très compliqué de pouvoir gérer 40 combattants, d'être performant, de pouvoir batailler un peu sur tous les fronts, notamment la communication, par exemple, ou tu sais, le suivi des jeunes, tu sais, signer de jeunes amateurs, etc. C'était compliqué d'être partout. Aujourd'hui, je me suis associé avec plusieurs personnes qui travaillent donc pour la BTT. Et en fait, si tu veux, il n'y a même pas besoin de parler davantage. Les résultats parlent aujourd'hui pour nous. On a fait plusieurs signatures au Contender Series à l'UFC. Je t'annonce en avant-première, on a signé. Ça dépend du moment auquel tu vas diffuser la vidéo, en fait. On a signé. C'est demain ou après-demain, maximum. Ok, donc un ou une combattante directement à l'UFC. Donc ça sera annoncé dans les prochains jours. Donc ouais, non, aujourd'hui, clairement, la BTT se porte extrêmement bien. Sincèrement, j'en suis ravi. Tu sais, on a connu une période, il y a 1 an et demi, un peu compliquée. On a eu quelques départs à la BTT et ça a été un moment de grosse remise en question. Et justement, c'est le moment que j'ai choisi pour m'associer avec de nouvelles personnes. Et clairement, je crois que ça a été le meilleur mouvement de ma vie. Et sans aucune ironie, j'ai presque tendance à me dire que le départ de certaines têtes de l'UFC, tu vois, de la BTT, c'est presque ce qui m'est arrivé de mieux parce qu'en fait, c'est ce qui m'a permis de prendre des décisions importantes pour la BTT avec les magnifiques résultats qu'on connaît aujourd'hui et voilà, pourvu que ça dure pas. Ok, bah c'est cool. Bah, ça fait plaisir, tu vois, ça me fait grave plaisir. Et puis ça se voit de l'extérieur, ça sent la bonne santé, donc c'est cool. Le roster souriant et prêt à aller au combat. Ça fait plaisir. Bon, bah voilà, Guillaume, on a terminé. J'ai pas de transition, j'ai pas de fin. Je te remercie pour ce petit moment, cette petite heure presque. Ouais, c'est 40 petites minutes
très constructive et voilà, très riche. Moi, j'ai bien kiffé là, présenter cette petite carte. J'espère que les gens vont aller voir ça. Ils vont du coup vont avoir envie d'aller à Grenoble le 10 juin à la patinoire. Pas pour faire du patin à glace, mais pour voir un bel événement de MMA. Le Kingdom Fighting. C'est moi qui te remercie en tout cas. Je te donne énormément de force pour la suite et pour ton podcast. C'est très important. On a besoin de vous. On peut le dire aussi aux gens qui vont regarder la vidéo. Comment dirais-je, on n'a pas beaucoup communiqué en fait, toi et moi, jusqu'à présent, mais je vois que tu fais un travail absolument exceptionnel. Tu suis des combattants de chez moi, tu les mets en lumière et en valeur sans même qu'on en discute avant, etc. Je te donne énormément de force. Ce que tu fais, c'est magnifique. Continue là-dessus, continue comme ça, parce qu'on a besoin de toi. Merci, c'est cool, j'apprécie. C'est sympa, ça fait plaisir. Vraiment, vraiment, c'est cool. Bon, bah les gars, abonnez-vous ou ne vous abonnez pas, faites ce que vous voulez, c'est votre... Non, abonnez-vous. Voilà, c'est dans vos mains, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous.